Bienvenue, aujourd'hui on va explorer ensemble des textes assez fascinants qui parlent de vie antérieure et de ce qu'ils nomment la mémoire lointaine. Mhm. On a d'un côté des récits très personnels, très vivants, et de l'autre, le regard plus clinique d'un psychiatre. Oui, deux approches vraiment distinctes pour une question qui intrigue. Est-ce que des expériences passées, très anciennes parfois, peuvent encore nous influencer aujourd'hui? C'est ça? L'idée, c'est de regarder un peu ce concept de mémoire lointaine et de voir ce que ça implique, selon ces auteurs. Bon, on y va? Allons-y. Alors, on peut peut-être commencer par l'expérience la plus directe, Oui, celle de John Grant. oui. Elle raconte que depuis toute petite, en fait, elle avait cette certitude, cette sensation d'avoir vécu d'autres vies avant. C'est ça? Et elle utilise ce terme spécifique, mémoire lointaine. Pour elle, c'était la capacité de revivre vraiment dans le détail des vies passées, comme celle d'une pharaone égyptienne, Sikito. C'est une belle image, cette orange. Et en face de ça, on a le psychiatre Denis Kelsey. Lui, au départ, il n'était pas du tout là-dedans, non? Non, non. Au début, psychiatre assez classique, il découvre l'hypnose un peu par la pratique, en fait. D'accord. Et il l'utilise d'abord de façon, on va dire, conventionnelle, pour aider ses patients à retrouver des souvenirs oubliés, des traumatismes de leur vie actuelle. Et ça donnait des résultats? Oui, et parfois c'est spectaculaire. Il donne l'exemple d'une femme qui était paralysée, sans aucune cause médicale trouvée, sous hypnose. Elle revit un moment où, pour des raisons personnelles complexes, elle avait très fort souhaité ne plus pouvoir marcher. Incroyable. Et après avoir fait remonter ça, elle a remarché. Donc au début, c'est vraiment centré sur la vie présente. D'accord. Mais alors, comment il en vient à s'intéresser aux vies antérieures? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est là que ça devient intéressant. C'est qu'au fil des séances d'hypnose, parfois spontanément, sans qu'il le cherche forcément, les régressions semblaient aller plus loin. Plus loin, comment? Certains patients se mettaient à décrire des scènes qui se passaient avant leur naissance, ou carrément des scènes qui n'avaient aucun lien logique avec leur vie actuelle. Mais ces scènes étaient chargées d'une émotion très très intense. Ah, d'accord. Des souvenirs sans source apparente dans leur vécu. Exactement, et c'est cette répétition d'expériences en clinique qui l'a intrigué, qui l'a poussé à s'interroger. Et c'est ce qui l'a amené plus tard à rencontrer Joan Grant et à voir ses récits sous un jour nouveau. Il s'est dit qu'il y avait peut-être une piste là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il semble converger sur une idée un peu particulière, cette notion de corps supraphysique. Oui, c'est ça. C'est une hypothèse centrale dans leurs écrits. L'idée qu'il existerait une sorte de double de corps énergétique qui persisterait après la mort physique. Mhm. Et ce corps énergétique, il pourrait porter les marques, les empreintes des vies passées. Et ces empreintes, du coup, pourraient influencer la vie suivante. Influencer quoi, par exemple? La santé. Oui, la santé, des talents qui semblent innés ou justement des phobies, des peurs irrationnelles. Joan Grant, elle, par exemple, elle faisait le lien entre sa propre peur panique des serpents et des expériences qu'elle disait avoir vécues dans d'autres vies. D'accord. Et savoir ça, ça l'aidait? Apparemment, comprendre l'origine ne suffisait pas toujours à faire disparaître la phobie, mais ça donnait un sens. Et Kelsey, le psychiatre, il a fini par intégrer ça dans sa thérapie. Il explorait les vies antérieures de ses patients. Oui, mais avec beaucoup de prudence, hein. Il raconte que face à des problèmes vraiment récurrents, inexplicables autrement, il parle d'un cas d'homosexualité compulsive ou d'une infirmité physique sans cause organique chez un autre patient. Il s'est autorisé à explorer si l'origine ne pouvait pas être un trauma d'une vie antérieure. Ah oui, carrément. Comme quoi, par exemple? Mais il cite le cas d'un patient dont la compulsion semblait remonter à une vie où il avait vécu une trahison amoureuse très violente qui l'avait conduit à rejeter l'amour hétérosexuel. Ou un autre cas, un jeune garçon avec une blessure qui revenait toujours au même endroit et qui, sous hypnose, décrit une vie de moine où il portait la marque d'un clou, pile à cet endroit-là. Ça donne le vertige quand même, hein. Oui, l'idée derrière tout ça, c'est qu'une énergie émotionnelle forte liée à un événement traumatique passé, même très ancien, pourrait rester comme bloquée et générer des symptômes dans le présent. D'accord. Donc, si on essaye de résumer un peu le message principal de ces textes. L'idée fondamentale, je crois, c'est cette possible connexion, ce fil invisible entre un passé lointain, des vies antérieures et notre vie actuelle. Que ce soit par un souvenir direct qui remonte, comme chez Grant, ou via une exploration thérapeutique, comme chez Kelsey. Oui. L'hypothèse, c'est que ces vies passées ne seraient pas juste de vieilles histoires rangées dans un tiroir oublié, mais qu'elles pourraient encore, d'une certaine manière, vibrer en nous, influencer nos peurs, nos affinités, nos talents, nos difficultés actuelles. Donc, pour quelqu'un qui nous écoute, ça peut offrir une
une autre perspective pour regarder certains aspects de sa propre vie, peut-être? Exactement. Ces peurs un peu bizarres qu'on traîne, ces dons qu'on a sans savoir d'où ils viennent, ces schémas qui se répètent parfois dans nos vies. Mhm. C'est une invitation à penser son histoire personnelle sur une échelle de temps potentiellement beaucoup, beaucoup plus large. Sans forcément tout prendre au pied de la lettre, hein, mais comme une grille de lecture possible. Une autre façon de se questionner sur ce qui nous constitue en somme. Voilà, c'est ça. Et pour finir, il y a une autre idée dans ces textes qui m'a interpellée. Il parle de nos sens, le goût, l'odorat, la vue, l'ouïe, le toucher, comme d'outils qui s'affinent, qui se cultivent de vie en vie. Oui, l'idée d'une culture des sens qui se transmettrait. C'est ça. Et ça m'a fait penser, si c'est le cas, qu'est-ce qu'on rate peut-être aujourd'hui? Quelle richesse de perception, quelle profondeur on pourrait ignorer juste parce qu'on ne pense pas activement à cultiver nos sens. Voilà, c'est une petite pensée à laisser mûrir. Une belle question pour la fin.